Je suis effaré, par exemple, et quoique je n'ai rien contre, hein, mais je suis effaré du nombre de pâtisseries qui utilisent de la génoise industrielle. Chers amis, avec mon ami Guy, nous vous souhaitons le bonjour. Et bonjour Guy. Bonjour Claude et bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Voilà. Alors, chers amis, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de unes de journaux. Donc, vous devez bien vous douter que Guy va nous parler un certain nombre d'actualités. D'actualité. Alors, en fait, quand on dit actualité, nos amis qui nous écoutent doivent peut-être savoir, c'est de la popote interne, mais enfin que nous ne sommes pas en direct, donc nous enregistrons nos épisodes et puis vous allez les écouter peut-être 6 mois après les faits. Donc, quand on dit actualité, ça vaut pour nous parce que nous n'enregistrons pas non plus tous les jours. Donc, ce sont des événements qui se sont Oui. passés. Certains sont récents par rapport à la date de l'enregistrement et d'autres parfois remontent à un peu plus loin, quelques semaines, quelques fois. Donc, je glane comme ça toutes ces actualités et puis à un moment donné, je trouve intéressant d'en faire un sujet d'émission parce qu'on va aborder tous ces différents points qui concernent de près ou de plus loin l'actualité de la gastronomie, de la cuisine, éventuellement du vin, les concours, les parutions, les publications, etc. Et alors, je m'adresse ici finalement à un ancien membre du jury, Claude. Vous allez peut-être nous en Oui, parler un petit peu. absolument, absolument. J'ai participé en tant que jury au premier championnat du monde de la chocolatine. À l'époque, ça s'appelait de la chocolatine. Guy va vous dire, maintenant, c'est championnat du monde de la chocolatine et du pain au chocolat quand même, parce que, bon, hein, on ne va pas trancher, mais c'était voilà, c'était à Toulouse, donc je me suis déplacé à Toulouse. C'était à l'occasion de la parution de mon livre avec Joseph Chovanec, Je cuisine un jour bleu. Donc, on m'avait demandé de faire partie du jury. Donc, dans ce jury, nous étions une quarantaine, et dans l'après-midi, nous avons goûté, testé, mesuré, évalué une quarantaine de chocolatines ou pain au chocolat. Nous avons passé un très très bon moment. Il y avait des muffs boulangers, des muffs pâtissiers. C'était vraiment extraordinaire. Alors, dites-moi, Claude, est-ce que cette prestation est rémunérée? Ah, pas du tout. Pas Ah du tout. non, 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 pas non, du non, non, tout. non, pas du tout. On le fait bénévolement. Ah bah oui, c'est Et donc finalement, c'est relativement coûteux puisqu'il faut se déplacer jusqu'à Toulouse, il faut eh ben oui, éventuellement y loger. Mais enfin, le oui. plaisir, c'est de rencontrer du monde. Mais oui, c'est ça, on a fait des rencontres fabuleuses avec Sylvain Herviot, qui est un meuf boulanger, qui est un fou furieux, gentil, extraordinaire, avec qui j'avais fait un podcast précédemment, d'ailleurs, avec les amis de la fête de la gastronomie, tout plein d'autres boulangers, tout plein d'autres pâtissiers, chocolatiers qui étaient là. On a fait des rencontres et des discussions très enrichissantes. Voilà, c'est ça. Non, non. Certainement. C'est vrai que Pas que- rencontrer des MOF, c'est toujours intéressant, hein, de Oui, pouvoir parler de leur métier, de ce qu'ils font, qu'ils soient pâtissiers, qu'ils soient cuisiniers. C'est toujours intéressant. Alors moi, je vais vous donner de mon Grand Nord, évidemment, parce que je suis dans le Grand Nord, moi, hein. Je suis même dans le Nord étranger, en fait, hein. Je suis encore plus du Nord. Eh, Je vais vous donner des nouvelles du dernier concours. Alors, le dernier concours a eu lieu ici il y a quelques jours, et c'est un certain Dimitri Bordon, 29 ans, hein, c'est un tout oui, jeune pâtissier, qui a remporté, je dirais, qui est le lauréat de cette édition. Alors, comme vous l'avez dit, ce concours du pain au chocolat ou de la chocolatine, puisqu'on dit les deux, a été donc organisé à Toulouse et il a réuni 20 concurrents en provenance de 12 pays différents. Donc, on ne réalise pas des pains au chocolat ou des chocolatines, mais je pense quand même que chocolatine est vraiment un terme qui reste circonscrit à la France, hein. En Belgique, on dit pain au chocolat, par exemple. Et je ouais. pense qu'en Suisse, on dit pain au chocolat également. Hmm. Donc, on en produit également, je suppose, faut croire 12 pays. Bon, ben, on doit en produire en Grande-Bretagne, on doit en produire aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, vraisemblablement aux États-Unis, au Canada. Donc, il y avait 12 pays représentés. Et c'est donc un Français qui a gagné, et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas
je dirais, de critères à remettre en cause là-dedans, étant donné que ça ne se fait pas au doigt mouillé. Il y a véritablement toute une série de points qui doivent être respectés. Alors, Oui. ce monsieur est installé, j'ai de la localité, à Eugnot. Il y avait 18 jurys qui étaient donc mandatés pour juger de ces pains au chocolat et de ces chocolatines. Et il y avait deux catégories, mais que les candidats devaient honorer. Hein. Ce n'était pas au choix, c'était deux catégories imposées. Ils devaient réaliser 12 unités dans chacune de ces catégories, à savoir la chocolatine ou le pain au chocolat. Et je suis prudent, je dis les deux, hein, je ne tiens pas à m'attirer les Oui, foudres de certains de nos auditeurs. Hein. Donc, il y avait donc la catégorie, disons, traditionnelle, le pain au chocolat ou la chocolatine tout à fait standard, dirons-nous. Et il y avait l'autre qui était plutôt la chocolatine ou le pain au chocolat revisité et Mmh. qui était donc, je dirais, réalisé selon l'inspiration du candidat ou de la candidate, parce qu'il y avait aussi il y avait aussi des candidates féminines. Mmh mh. Alors, ce candidat donc qui a brillé par, je dirais ses qualités professionnelles, a réalisé bien entendu les pains au chocolat, traditionnels qui devaient tous, aussi bien ceux-là que les revisités, peser entre 70 et 90 grammes. Ah oui. Il y avait donc c'est un critère qui était imposé et tous les produits devaient être, disons des produits de base frais, de la farine, Oui, enfin oui, bon, ouais. le sucre et cetera, le chocolat. Alors lui, il a réalisé dans sa version personnalisée, un pain au chocolat avec du poivre du Szechuan, Mmh. heu et une gelée de mandarine, orange amère et yuzu. Voilà. Mmh. Alors je ne Mmh. sais pas, parce que je n'ai pas d'explication, si cette gelée était décorative extérieure ou si elle était à l'intérieur, par exemple. Ça, je ne le sais pas. Mais Mmh. enfin, voilà quel était, disons, son point particulier qui a séduit le jury. Alors, il y a, également un Italien qui a remporté, lui, le prix spécial du jury particulier. Parce qu'apparemment, il y avait 2 jurys, un jury de professionnels qui a consacré le lauréat que je viens de citer avec Ah le oui. pain au chocolat, aux agrumes et puis il y avait un jury non professionnels, mais je dirais d'amateurs, de clients standards, D'accord, hein, peut-être, d'accord, qui d'accord. eux ont consacré ce monsieur-là originaire donc d'Italie, comme étant le meilleur de leurs candidats à eux, Ouais. hein et Mmh. alors, le deuxième est un certain Tom Jean, qui a gagné donc le 2e prix. Ben voilà, Mmh. c'est très bien, hein. Il y a le concours de l'œuf dur mayonnaise, il y a le concours de la chocolatine, il y a des concours, dont je vais vous parler dans quelques instants, de pizza, de sushi et De cetera. l'œuf meurette, De l'œuf Meurette, enfin, c'est très bien, c'est très oh, bien. tout à On met fait. les produits à l'honneur, on met les recettes à l'honneur et puis en Belgique, nous avons le concours de la croquette aux crevettes, hein, comme Oui, oh j'en oui, ai déjà oui, parlé, absolument. qui est vraiment une recette emblématique et puis dans le nord de la France, mais ça existe en Belgique également, il y a le concours des éplucheurs ou des éplucheuses de crevettes grises, Oui, hein, donc c'est à qui oui. va éplucher la plus grande quantité en un temps déterminé, donc voilà, c'est très bien. Et puis, beh, comme nous parlons de boulangerie et de pâtisserie, je vais vous parler je ne vais pas dire un scandale, mais de nouveau d'un problème de contamination qui a eu lieu en Belgique. Et alors nous pourrons même peut-être même discuter un petit peu du fait de savoir, tiens, ce qu'on appelle l'artisanat et ce qu'on appelle l'industrie, est-ce Mmh. qu'il y a une frontière qui délimite les 2? Et ce n'est pas Mmh. sûr, cette Mmh. histoire-là. Ouais. Alors, il y a dans les enseignes où je me rends, qui sont des enseignes tout à fait connues, hein, Carrefour par exemple, pour ne pas citer Carrefour, Oui. ce sont des enseignes qui sous-traitent toute une série de produits de pâtisserie et de boulangerie à une entreprise qui s'appelle La Lorraine, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas du tout française, mais est une entreprise belge, Mmh. qui fabrique des produits de boulangerie et de pâtisserie qu'on va quand même qualifier de qualité, de qualitatif. C'est de l'industrie, les volumes sont importants, mais les produits sont bons, hein. Oui. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une contamination, à savoir qu'une pompe de dosage du levain avait un joint en céramique quelque part dans le circuit, Ouais. que ce joint, on a retrouvé qu'il s'était brisé et des petits bouts de céramique se sont retrouvés dans le levain. Oui. Donc, pour éviter, alors la céramique n'est absolument pas toxique, donc ce n'était pas un problème de toxicité, c'était plutôt un problème, je dirais, d'accident. C'est que la céramique, c'est très tranchant puisqu'on fait des couteaux Oui. avec des lames en céramique. Ouais. Donc on n'a pas voulu que, d'éventuels clients aient un morceau de céramique dans la bouche et puissent se couper, se blesser éventuellement. Donc on a rappelé, tenez-vous bien, pour 10 enseignes, hein, quand je dis 10 enseignes, ce n'est pas 10 magasins,
c'est tous les Carrefour qui avaient été approvisionnés, tous les Colruyt, tous les Delhaize, enfin 10 enseignes différentes, hein. Donc ça représente non pas 10 magasins, mais des centaines de magasins. Mmh. On a rappelé 29 produits différents dans tous ces magasins-là sur 2 jours de fabrication. Parce que entre le moment où on pense que le joint s'est brisé et le moment où on s'en est rendu compte, il y avait eu 2 jours de fabrication. Ouais. Donc on a rappelé tous les pains qui avaient été produits à concurrence de 29 variétés différentes. Et Donc beh, ce sont des milliers de pains qu'on a rappelés. ouais. Alors ça me fait un peu penser, je dirais, à ce qui s'était passé avec Perrier il y a quelques dizaines d'années, Oui, hein, oui, quand on avait retrouvé du benzène, donc c'était ouais, une huile, je ouais, dirais, qui lubrifiait la machine de mise en, enfin une des machines de mise en bouteille chez ouais. Perrier. On a retrouvé des traces infinitésimales de benzène, qu'il faut reconnaître n'est pas un produit sympathique, hein, on est d'accord. Mais enfin, on avait Oui, rappelé le Perrier dans le monde entier, hein. ouais. On avait rappelé le Perrier aussi bien en Californie, en Amérique du Sud. Enfin, là, Perrier, finalement, ça lui a coûté la peau des fesses, si on peut dire, mais ça lui a surtout fait une publicité terrible, hein, Ah parce oui, qu'on a dit une marque qui est capable de ramener, enfin de rappeler tous les produits du monde entier, de les détruire évidemment, hein, et de les remplacer, c'est quand même qualitatif. Alors, on trouve comme ça de plus en plus finalement je dirais, de signes, de sources de contamination à gauche, à droite. Alors on a l'impression, on se dit, oui, mais bon, vraiment, on vit dans un monde infernal, un monde où on n'est plus sûr de rien. Mais moi, je vois la tasse, enfin, ou le verre plutôt à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Et je me dis que si on trouve toutes ces contaminations-là, c'est parce qu'on y est attentif finalement. Et qu'anciennement, on aurait passé sous silence, on aurait omis la chose et on aurait fait semblant de rien. Tandis que maintenant, ben, on se rend compte ben, qu'il y a un risque, hein, eh bien, on le dénonce, on le publie et on rapatrie ou on rappelle les produits. Et c'est pas une mauvaise chose finalement. Et pour oui, moi, c'est plutôt un signe qualitatif qu'un signe, je dirais, négatif. tu as raison. Peut-être aussi, Guy, alors moi je vais aller me faire l'avocat du diable, peut-être y a-t-il un problème de maintenance de l'outil industriel? Mais je reste persuadé que dans ce cas-ci, en tout cas, il n'y avait pas un problème de maintenance, c'est tout simplement eu un problème qu'on peut rencontrer sur tous les appareils. Ben, c'est une pièce qui se brise. Pardon, c'est une pièce. Excusez-moi, c'est une pièce qui est défectueuse, comme ça arrive dans, je dirais quasiment pas dire dans tous les jours, dans toutes les entreprises, mais qui arrive régulièrement. Alors je vais vous expliquer une anecdote que j'ai vécue, mais il y a Ouais, de très nombreuses années. À ouais. l'époque où je travaillais en restauration, nous allions chez un boucher, donc qui avait pignon sur rue dans la ville où je travaillais. C'était une très grosse ville d'ailleurs. C'était vraiment la boucherie moutonnerie de référence. Elle n'existe plus, donc je ne vais pas dire son nom, mais elle n'existe plus, mais qui était vraiment la boucherie de référence. Mmh. Et alors, on achetait nos viandes là, on achetait de l'agneau, on achetait d'autres produits, pas que là, mais on en achetait là-bas. Et alors, pour manger le midi, le patron, c'était pas très loin de là où je travaille, m'avait envoyé chercher de la saucisse. Donc, de la saucisse fraîche, à cuisiner, à cuire, je veux dire les gens saucisses de Toulouse, par exemple, hein. Mmh mh. Mmh. Et nous recevons un coup de fil, je dirais, est-ce qu'on était passé à table ou pas? Je ne m'en rappelle pas. Mais au moment de passer à table, avant le service du midi, on reçoit un coup de fil de l'établissement où la dame, la préposée, sa téléphone, nous téléphone paniqué en disant: «Vous avez acheté de la saucisse tout à l'heure, on vous rappelle immédiatement, ne la mangez surtout pas». En fait, elle rapportait là, donc j'ai rapporté la saucisse n'était pas cuite effectivement, donc j'ai rapporté la saucisse, on m'a remboursé, j'ai acheté autre chose. Eh bien, il y avait un apprenti qui, dans les ateliers, était préposé à surveiller, non pas le hachoir, mais plutôt, le cutter dans laquelle le mélange de la chair à saucisse s'effectuait avec les épices. Bon, Mmh. hein, un cutter, disons, dont les lames tournent verticalement et le cutter lui-même tourne, je dirais, sur lui-même pour présenter toute la chair et toute la viande qui a été, Mmh prévue mh. pour la fabrication. Et Mmh. avec les vibrations, il y avait sur une étagère au mur, un pot en verre avec des épices qui était tombé carrément dans l'appareil. Ah Donc oui! le pot avait été concassé par les lames de la machine et s'était Ah! retrouvé moulu dans la chair à saucisse. Alors, Aïe, 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 pour aïe. ne pas alors le garçon n'avait aucune responsabilité là-dedans. Il n'avait pas lâché le pot dedans, c'était tombé de l'étagère à cause des vibrations. Mais il n'a pas osé le dire, il n'a pas osé le dire au patron.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a embossé les saucisses, on les a mises au rayon, on les a vendues et puis, beh, il y a quelqu'un qui a cuit la saucisse, qui s'est rendu compte qu'il y avait des bouts de verre dedans, qui a téléphoné à la boucherie. Alors évidemment, là-dessus, branle-bas de combat, on a fait l'enquête interne et c'était le même ça s'était passé dans la matinée du même jour, hein. Donc évidemment, je ne sais pas, le pauvre garçon, il s'est sans doute fait, certainement copieusement disputer, comme vraisemblablement on l'aurait disputé alors il a eu peur de se faire disputer, alors qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Mmh. Mais vous voyez, les dégâts qu'il peut y avoir sans Oui, voilà, c'est comme ça. Le patron ouais, n'est pas responsable, je suppose, parce que bon, on pourrait toujours dire: «Oui, mais bon, il fallait avoir une étagère avec un rebord et pas que le pot soit au-dessus de la machine» et cetera. Mais enfin, bon, ce sont des ce qu'on appelle des aléas, des impondérables, oui. Ça arrive une fois dans une vie d'atelier, hein. mmh, Il y a le pot en verre qui tombe dans la broyeuse et puis voilà, mmh, mmh, bon et ça arrive encore plus dans ce qu'on appellera la grosse industrie. La différence qu'il y a par contre entre l'artisanat et l'industrie, c'est que dans l'artisanat, les quantités fabriquées, comme dans le cas de la saucisse ici, sont en petite quantité. oui, Bon, 10, 15, 20 kilos peut-être oui, de viande et de saucisses qui ont été produites. Donc, on peut encore rappeler facilement mmh, le jour même ceux qui l'ont acheté quand on connaît sa clientèle. Mais quand vous avez, comme dans le cas de la boulangerie dont je viens de parler, des milliers d'unités de pain qui ont été fabriquées, il faut rappeler des milliers de pains également. Voilà, oui, oui, pour oui, ouais, un ça joint qui finalement est tout petit et ouais, et 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 si ça avait été un atelier, artisanal, bon, ben, on avait peut-être, 50 pains qui étaient concernés et non pas des milliers, vous voyez? C'est ça mmh. la différence. Bien sûr, Alors, bien sûr. je me suis posé la question, mais à partir de quel moment va-t-on considérer qu'une entreprise est artisanale et une autre industrielle? Et j'ai beau retourner le problème, du moins la question dans tous les sens, j'ai du mal à arriver à pouvoir mettre une frontière et à fixer, je dirais des critères. Alors, mon raisonnement est le suivant. On Mmh. pourrait très bien dire que c'est une question de nombre de personnes employées, Oui, hein, par exemple. oui, par On exemple. pourrait dire aussi que c'est une question de taille de l'entreprise en superficie. Ouais, On pourrait également dire que c'est une question de nombre de points de vente, de succursales. ouais, On pourrait dire également que c'est une question d'emploi ou non de certains produits. Alors je m'explique. On peut très bien avoir, on va prendre le cas de la boulangerie, une petite entreprise qui n'a qu'un seul point de vente, un seul atelier de fabrication, 2 personnes qui sont à la fabrication et 2 personnes qui sont à la vente. Donc c'est petit, c'est oui. familial. Mmh. Mais si dans cette boulangerie-pâtisserie-là, il n'y a quasiment aucun produit entre guillemets qui soit, je dirais qui soit brut, qui soit frais et que tout est réalisé à partir de produits pré-cuits, industriels, de l'industrie agroalimentaire, parce que maintenant on trouve de tout pardon. Mmh. Vous pouvez avoir des bases d'éclairs, il n'y a plus qu'à remplir. La crème pâtissière, on ne la réalise plus avec du lait, des œufs, du sucre, et de la fécule de maïs. On prend de la poudre, on ajoute de l'eau et on a une crème pâtissière toute faite. Alors, on dira: «Oui, mais c'est une petite entreprise, il y a le patron, un apprenti, il y a sa femme qui est au comptoir et une gamine qui lui donne un coup de main pour la vente, donc c'est artisanal». Ben, moi, je Mmh. vous dirais, c'est pas artisanal. On achète les pains au chocolat surgelés, prépoussés, on n'a plus qu'à les enfourner pendant un quart d'heure. On achète la crème pâtissière en poudre, à rajouter avec de l'eau. On achète, les meringues toutes faites, vous voyez? Bon et alors à Faut côté de ça, vous savoir de pouvez quoi très on bien parle. avoir une entreprise qui a 50 personnes et qui a 10 ou 15 points de vente et qui va réaliser ses meringues avec des vrais blancs d'œufs et du sucre, qui va, je dirais réaliser sa crème pâtissière à l'ancienne, hein, avec du lait, du sucre, des œufs et de la farine ou de la fécule, qui va réaliser ses génoises. Je suis effaré, par exemple, et quoique je n'ai rien contre, hein, mais je suis effaré du nombre de pâtisseries qui utilisent la génoise industrielle. Ouais. Alors la génoise industrielle, elle n'est pas pour autant mauvaise, Mmh, bien mais elle sûr. est elle est très tendre, elle est très souple, elle est très légère, mais je la reconnais immédiatement. Je Oui. sais voir quand c'est de la génoise en poudre dans laquelle on a remis de l'eau et éventuellement des œufs, d'une génoise traditionnelle qui est réalisée entièrement avec des œufs, du sucre et un féculent. Mmh. Donc vous voyez que c'est pas évident Bien sûr. de dire où se trouve l'artisanat et où se trouve, Ouais. je dirais l'industrie. C'est pas toujours évident. La seule différence, c'est qu'on accuse généralement l'industrie de tous les maux, alors que c'est sûrement dans l'industrie qu'il y a le plus de contrôle et qu'il y a le plus de, je Oui dirais, de et que les processus qui sont mis en œuvre pour éviter les c'est problèmes. ça, que les process sont les plus Je sécurisés. pense, oui, voilà. Oui, absolument. Ouais, Donc, comme c'est quoi clair. que Ouais. alors il y a le tout gros débat actuellement en France, mais
on en parle en Belgique aussi, c'est que les restaurants devraient indiquer à côté de chaque plat si le plat est fait maison ou si le plat a été acheté. Mmh. Mmh. Alors, bah, je ne sais pas, je peux vous dire sincèrement avec objectivité, on considère que le plat ne peut pas être maison s'il est réalisé à partir de frites surgelées, par exemple, hein, Mmh. ou de frites achetées dans le commerce à l'extérieur. Mmh. Moi, je trouve que ce n'est vraiment qu'un détail. La frite n'est jamais qu'un accompagnement. En tout cas, Oui. comme les Belges le conçoivent, je Mmh. préfère que la viande et que la sauce soit élaborée dans la maison à partir de produits frais. Maintenant, quand on parle des sauces, pour être honnête, les grandes sauces classiques de la cuisine, les sauces brunes, hein, comme les sauces marchandes de vin, par exemple, ce sont des sauces qui nécessitent du fond. Qui peut encore réaliser un fond qu'on va cuire pendant des heures et des heures et le faire maison? Mmh. C'est une Oui. question à la fois d'énergie, c'est une question de salubrité, Mmh. c'est une question de produits qui maintenant coûtent cher. Vous allez devoir cuire, je dirais, des légumes avec des os de veau pendant des heures, des heures, des heures, des heures, alors que maintenant, le personnel arrive pour travailler à 11 heures du matin, hein, et que l'après-midi, bon, à 2h30, 3 heures, il arrête, et puis qu'il reprend à 6 heures ou à 7 heures du soir, et puis qu'à 10 heures, 11 heures, il a terminé. Or, un fond, on ne peut pas le cuire comme ça, 2 heures de temps en temps, arrêter, 2 heures après, reprendre, etc. Voyez? Mmh mh. Donc, quand on utilise des sauces de base comme on le fait maintenant très souvent, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être extrêmement qualitatif, au contraire. Mais on va dire, ah non, vous ne travaillez pas de manière artisanale parce que vous achetez des sauces, je dirais, ou des bases de sauces à l'extérieur. Je sais pas. Crème glacée, même chose. Vous ne réalisez pas la crème glacée dans votre établissement parce que vous n'avez peut-être pas l'infrastructure, les compétences ou bien tout simplement, techniquement les moyens de le faire. Vous Ouais. achetez une très bonne crème glacée à l'extérieur. Est-ce Mmh. que la glace que vous servez sera mauvaise pour autant dans votre Mmh. établissement? Non. Oui, oui. C'est pas Oui, c'est oui. Ouais. c'est vraiment une grosse discussion et je pense que quelquefois on prend la discussion par le mauvais bout. Mmh. Mmh. Parce que vous imaginez bien l'établissement qui va indiquer que 3/4 de ses plats, sont des plats qui proviennent qui sont faits à l'extérieur, mais on va le taxer d'usurpateur évidemment. Oui, on va dire que non, c'est pas un cuisinier ou c'est pas un Oui, boulanger voilà, c'est ça. ou c'est oui. Maintenant, avec objectivité, beaucoup d'établissements, entre autres sur Paris, ont des cartes kilométriques et alors ils ont une dizaine de fours micro-ondes dans la cuisine, dans le coin qui leur sert de cuisine. Mmh. Ils se font livrer ou ils achètent leurs produits dans des chaînes, où les produits d'industrie agroalimentaire sont vendus, hein, et puis ils vous plongent, le coq au vin en sachet sous vide dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Ils le mettent dans une assiette ou dans une terrine et le plat est fait. Ça Absolument. existe aussi. Maintenant, Oui. je préfère qu'on me serve sincèrement un plat, industriel qui est réalisé dans de bonnes conditions avec des produits de qualité, Oui. plutôt parce que je ne vois pas la différence qu'il y a entre la cuisine dite artisanale qui va me réaliser un coq au vin sous vide et une entreprise qui va le réaliser en quantité 20 fois, 30 fois, 50 fois plus importante, avec des mêmes produits, avec la même technique. Il y a Mmh. qu'une chose, c'est que ce ne sera pas dans le même lieu, Mmh. mais au niveau qualitatif, il y a même beaucoup de chances pour que, s'il est réalisé de manière industrielle, il soit réalisé avec un suivi, avec des analyses, avec un protocole, que s'il est Absolument. réalisé par un cuisinier, certes artisanal, mais qui ne travaille pas, disons, dans des conditions d'hygiène optimales, il va le réaliser ça en cuisant 2 coqs au vin, mais je risque beaucoup plus ma santé à le manger chez lui qu'à le manger à partir d'un produit réalisé industriellement. Oui, nous Donc sommes d'accord, oui. le débat est très, 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 Ouais, c'est je compliqué. dirais, très compliqué. Mmh mh. Mmh. Alors, puisqu'on parlait de contamination, je vais vous donner des nouvelles de notre fameuse usine Calboat. Oui, Ah oui, Barry Callebaut. Alors, je rappelle ce qui s'est passé il y a, je dirais maintenant quelques mois donc, on a découvert des traces de salmonelle dans le chocolat, on a fait une enquête, il y avait une autre usine, en Belgique qui produisait des Kinder, je pense, qui avait également été contaminée. Alors on n'avait pas toujours fait la relation très rapidement entre les 2. Et puis on s'est aperçu que dans les 2 cas, c'était pour un produit, alors je ne sais plus si c'était je crois que c'était de la lécithine, mais je ne suis pas certain, oui, je qui crois était qu'on avait contaminé, parlé. qui était à la base et qui venait de Hongrie. Bon, Oui, voilà. Ça, oui, oui. c'était apparemment la Tu l'avais déjà. contamination était la même, je dirais des 2 côtés. C'est Oui. un problème de bactéries et c'est un problème de lécithine. Donc dans le cas de chez Calbo,
On a dû mettre l'usine à l'arrêt pendant des semaines, le temps de vidanger des circuits, de nettoyer. Je me suis laissé dire, mais je ne sais pas parce que bon, on raconte plein de choses, qu'on avait jeté 800 tonnes de chocolat. Ça vous donne un petit peu Oui. l'ampleur du problème. Maintenant, est-ce que les chiffres sont exacts? Ça, c'est encore autre chose. On n'en a pas trop parlé, on n'a pas dit comment le chocolat avait été détruit, ce qu'on en avait fait. Mais enfin, comme c'est la plus grosse usine du monde, qui produit le plus gros tonnage de chocolat au monde, les chiffres pourraient très bien être ceux-là, hein. Oui, sans Donc, doute, ouais. perte sèche. Cependant, ce n'est pas pour autant que l'usine est en faillite, loin de là, hein. Au Mmh. contraire, elle fait des bénéfices. Par contre, voilà qu'est-ce qui se passe. On va licencier du personnel. Alors, le groupe Calbo-Barry ou Barry-Calbo emploie dans le monde à peu près 13 000 personnes, hein. Il y a Mmh. évidemment des ouvriers et il y a aussi des cadres, des personnes qui travaillent dans les bureaux. Alors, sur les 13 000 personnes, on va licencier, figurez-vous, donc il y a 60 sites de production dans le monde. On va licencier, entre autres, 2 500 emplois d'ici 18 mois, dont pas mal en Belgique, à savoir à peu près 500 emplois en Belgique Mmh. et 900 en Europe. Ça, c'est dans un premier temps, évidemment, parce que Mmh. Mmh. on va atteindre le chiffre que je viens de vous dire de 2 500, si c'est possible, d'ici 18 mois. Alors, cette réduction, ben voilà, elle va se faire en 2 ans. Il y a bien sûr eu grève. Sur le site de Wies, et donc cette fameuse plus grande usine, on va supprimer l'emploi de 250 personnes qui travaillaient dans les bureaux, donc des cadres, et 60 ouvriers à la production. Alors, les syndicats ne sont pas bien entendu d'accord, d'autant plus que l'usine n'est pas du tout en déficit. Alors, elle Ouais, se justifie en disant que c'est parce qu'il y a des doublons, hein, et que ben, il faut réduire les doublons. Et leur but, c'est de gagner 250 millions d'euros en 2 ans. Donc d'épargner en salaire 250 millions d'euros. Alors je me pose la question, mais s'il y a autant de doublons, comment se fait-il qu'on les a engagés, qu'on les a mis au travail finalement? S'ils sont doublons maintenant, ils l'étaient au moment de leur engagement aussi. Comment est-ce que cela s'est produit? Voilà, tout ouais, simplement. ouais. Parce qu'on justifie ça en disant ce sont des doublons. Mais les doublons, ils ne sont pas apparus comme ça, je dirais, du jour au lendemain. C'est quand on les a engagés qu'ils ont formé des doublons. Oui, Pourquoi a-t-on... cela dit, les techniques de gestion évoluent aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je me pose la question, je me dis: «Tiens, heu, s'ils sont doublons maintenant, ils l'étaient au moment de leur engagement, pourquoi a-t-on engagé des doublons Oui, finalement?» C'est mais bon, pas ma grande forcément, idée, voilà. pas forcément, Guy, pas forcément. Bon, beh, c'était ma question, hein, voilà, Oui, oui, c'était oui, ma oui, oui. réflexion. Ouais, ouais. Donc voilà, donc malgré que l'usine se porte bien, eh bien, on va licencier. Alors, les le leitmotiv des ouvriers et des syndicats, c'est de dire, «Des économies doivent être faites, mais pas au détriment du personnel». Bon, voilà, Bah, c'est toujours dans l'éternelle je ne question. suis pas dans les petits chiffres de la société ou dans les Oui, grands oui. chiffres, mais bon, voilà. Et j'imagine que les ouvriers qu'on va supprimer, suite à ce problème de salmonellose, les Ah non, procès. ça n'est pas lié apparemment. Ah, c'est pas lié. Bon, Non, mais non, du tout, du tout. ils On ont. dit bien dans les articles que malgré qu'il y ait eu ce problème de salmonellose, ce n'est pas en réaction contre, un éventuel manque à gagner qu'on licencie. Ça n'a Ouais. rien à voir, donc d'après Mais ils ont si ça peut-être. avait à voir, on pourrait le croire, hein, mais ce n'est pas le Oui, cas apparemment. mais ils ont peut-être identifié, dans le process de fabrication, des améliorations à apporter qu'ils n'avaient Sans pas doute. apportées et ils se sont dit que c'était peut-être le moment de les apporter. Eh bien, vraisemblablement. Mais Ouais, pour autant que ouais. nous ne soyons pas privés de chocolat, c'est quand même le principal à la fin, hein. Oui, 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 c'est Alors, le guide Michelin vient de sortir. Il vient de oui, sortir en France, ouais. il y a quelques jours, donc j'ai regardé un petit peu ce qui s'y passait, mais comme je ne suis pas du lieu, je n'ai fait que très survoler très rapidement l'article. Par contre, le guide Michelin Belux est sorti en Belgique. Alors, on l'appelle Belux et non pas Benelux parce qu'il concerne la Belgique et le Luxembourg, qui, vous ne le savez peut-être pas, Claude, depuis, je pense, 1927, forment une seule et même entité commerciale. Mmh mh. Le Luxembourg et la Belgique sont unis comme le Liechtenstein et la Suisse. Mmh. Voilà. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, à l'époque où il n'y avait pas encore l'euro, la monnaie était la même. Le franc belge avait cours au Luxembourg. On frappait à la monnaie en Belgique les pièces luxembourgeoises parce qu'il y avait des francs luxembourgeois avec l'effigie du grand-duc Jean à l'époque. Donc il y avait des pièces de monnaie luxembourgeoises qui étaient frappées à la monnaie en Belgique. Il y avait des billets
édité en francs luxembourgeois, mais la parité était la même. Donc 100 francs belges équivalait à 100 francs luxembourgeois, ce qui n'arrangeait pas toujours les Luxembourgeois parce que leur pays était, d'un point de vue commercial, un peu plus fort. C'était un peu comme la Suisse finalement. Et Mmh. quand la Belgique décidait d'évaluer, elle ne demandait pas l'autorisation au Luxembourg, mais qui était obligée de suivre. Donc, je me rappelle d'une dévaluation qui avait fait grincer les dents des Luxembourgeois, et on peut les comprendre, d'autant plus que la décision avait été prise unilatéralement, sans même les prévenir. On les avait mis devant le Ah fait oui, accompli. Donc, on plus peut embêtant. comprendre que les Luxembourgeois, qui avaient une monnaie, enfin, c'était la même, mais elle était un peu plus forte, dirons-nous, au point qu'à un moment donné, on avait dit, ben oui, mais on va maintenant changer la monnaie différemment et il n'y aura plus de parité. Bon, ça ne s'est pas fait, c'est resté la même chose, donc tout allait bien. Il faut dire Mmh. aussi que les Belges allaient beaucoup au Grand-Duché de Luxembourg à une époque planquer leurs sous. À Mmh. l'époque où le secret bancaire existait encore, Mmh. il y avait le train Bruxelles-Luxembourg qui était très souvent occupé par des gens avec des petites mallettes et qui se rendaient dans une banque grand-ducale pour y placer leurs économies. Et puis, l'État belge s'est dit, ouh là là, fuite des capitaux, on a obligé le Luxembourg à donner des identités de ces mécréants qui allaient placer leur argent en sécurité, hein, dans des placements intéressants, de sorte qu'il n'y a plus de secret bancaire entre la Belgique et le Grand-Duché. Et je pense que la même chose s'est passée entre Monaco et la France à une époque. Oui, oui, Et il y a eu des choses comme ça qui ont fait que c'était plus intéressant d'aller se cacher. Donc absolument. voilà, pour le Luxembourg. Donc c'est un seul et même guide qui sert de référence. Alors Mmh. le guide Michelin, depuis maintenant sa deuxième ou sa troisième édition, ne paraît plus en version papier. C'était un gros scandale. Mmh. Le guide ne paraît plus qu'en version électronique. Alors en Mmh. France, on continue toujours à le faire paraître en version papier pour le moment. Est-ce que ça va durer? Moi, je n'ai jamais acheté de guide Michelin qu'une fois, je pense. Euh, mais je pense que pour les amateurs du guide, ils pouvaient le collectionner d'une part. Certains, je connais Oui. quelqu'un qui avait le guide depuis sa première parution. Bah, Pierre Troisgros, Euh, par exemple. oui, oui, pour le guide français, certainement. Mmh. Et alors, les gens aimaient bien, je dirais, l'avoir éventuellement dans leur voiture, dans la boîte à gants, hein, Mmh. pour Mmh. celui qui aime bien se rendre au restaurant. Il faut dire maintenant qu'avec les réseaux sociaux et Internet, vous avez besoin d'une information, ben, vous tapez sur votre Oui, smartphone, hein, oui. le nom de votre ville ou de la ville dans laquelle vous êtes, vous mettez restaurant, Mmh. et on vous renseigne tout de suite les restaurants avec des avis plus ou moins éclairés. Il Oui, faut dire que le guide Michelin en Belgique avait souffert d'une très mauvaise attitude qu'il avait eue. D'ailleurs, ça avait fait un remous oui, extraordinaire au niveau de la tête à on en a Michelin parlé. France, hein, étant donné qu'ils avaient octroyé des couverts et des remarques positives à un restaurant. C'était en 2005 pour le Belga Queen, qui est un restaurant en construction sous le toit du casino d'Ostende. Et le guide Michelin était sorti plusieurs semaines avant que le restaurant ne soit ouvert. Mmh. Donc, le guide Michelin qui était vraiment considéré comme étant, je dirais, le guide sacré, le guide authentique, le guide ancestral de qualité, à tout point de vue, se voyait, disons, traîner dans la boue. Comment peut-on décerner, je dirais, des Oui, qualités à un restaurant qui n'a pas pu être visité puisqu'il est encore en travaux? oui. Donc, ça avait Mmh. vraiment fait l'effet d'une bombe, au point que ceux qui ont acheté le guide Michelin cette année-là et qui ne l'ont pas rapporté à la librairie, ont vraiment un numéro collector qui vaut de l'argent, hein. Oui, Donc Michelin a donc décidé à ce moment-là, le jour même, hein, dans la journée, ils ont été avertis donc de la bourde. Ils le savaient évidemment, mais enfin bon. Donc on a rappelé les 50 000 numéros du guide Michelin. Ils sont tous passés au pilon, sauf ceux qui ont eu la bonne idée de le garder mmh, et qui l'avaient acheté. Alors, mmh, on a dû rééditer le guide Michelin, c'était en 2005, rééditer l'entièreté du guide Michelin, donc retirer 50 000 exemplaires, donc 2 fois le coût finalement, une première fois pour la première production, sa destruction, et un deuxième mmh, retirage, donc c'était mmh. quand même vraiment 2 fois le coût. Alors, il se fait qu'à ce moment-là, j'ai vu beaucoup de réactions de gens qui étaient des amateurs du guide Michelin qui ont dit: «Non, maintenant je ne l'achète plus». Il y a plus de raison de lui faire confiance puisque il est Absolument. capable de commettre ce genre de choses. Mmh. Alors il y avait une réaction. Je me demande si le directeur du guide Michelin n'avait pas été démis de ses fonctions d'ailleurs. Oui, c'est possible. Je parle du guide Michelin belge, hein, Oui, pas du oui, guide oui. Michelin Oui, oui, français, oui, oui, parce oui. qu'en haut lieu à Paris, on lui a demandé: «Bon, dites, c'est quoi cette histoire-là, quoi?» Oui, Avec raison d'ailleurs, hein, bien sûr, avec raison. bien sûr. Donc voilà, alors finalement, ils ont décidé, bon, le covid a quand même joué un rôle important là-dedans, ils ont donc décidé de ne plus le faire paraître en version papier, mais en version uniquement électronique. Mmh. Donc, ici,
c'est la deuxième année ou la troisième année qu'il y a toujours une grande cérémonie qui est organisée, hein, et qui va donc couronner les lauréats de ce fameux guide Michelin. Alors, il y a 9 étoiles en plus en Belgique. Alors, je pense que ce sont des étoiles qui vont concerner à la fois des nouveaux chefs étoilés, mais qui vont être aussi des étoiles qui vont se rajouter à une première étoile existante dans d'autres établissements. Mmh. Actuellement, il n'y a plus que 2 établissements qui ont 3 étoiles, puisqu'il y en a parfois eu 4 ou 5, mais ici, bon, quand ces chefs prennent leur retraite ou bien, je dirais, arrêtent leur activité, bon, ben, et qu'elle n'est pas reprise, et puis l'étoile ne suit pas forcément. Certains ont perdu leur étoile, elles sont toutes 2 situées en Flandre. Mais j'ai fait le compte, on est à peu près je crois que j'ai compté tout à l'heure, il y a au total 180 étoiles en Belgique, Mmh. toutes étoiles confondues, hein, Ah les oui. 3, les 2 et Mmh. les étoiles seules, Mmh. ce qui est quand même énorme, hein, parce que Mmh. il y a même plus de 100 étoiles en Flandre. Alors vous imaginez, la Flandre a une superficie d'à peu près 12 000 km², ce qui représente un peu plus que le département de la Gironde en France. Ouais. Vous imaginez s'il y avait autour de Bordeaux une centaine d'étoiles, ce serait Oui, extraordinaire, hein. absolument, Donc à absolument. superficie égale, bien sûr, la densité de population en Flandre est énorme, hein, c'est Ouais. de l'ordre d'à peu près, je crois que c'est 600 habitants au kilomètre carré. Donc Mmh. forcément, la France fait une centaine, donc c'est Mmh. un peu logique qu'il y ait plus de restaurants et plus de restaurants étoilés. Ouais. Alors je voudrais saluer ici un jeune chef de la région de Namur, puisque son restaurant se trouve à Bourges. Alors Bourges qui se trouve donc dans la banlieue de Namur, c'est un village que je connais très bien, j'avais quelqu'un de ma famille qui y habitait. Et son établissement s'appelle Près de chez vous. Mais Près de chez vous ne s'écrit pas P-R-E-S, mais bien P-R-E accent, Oui. hein, donc comme la pâture, comme la prairie. Alors, ce jeune chef vient de dégoter sa première étoile et en même temps, il est promu jeune chef de l'année. Donc, il a à la fois les deux récompenses, jeune chef de l'année et jeune et première étoile. Donc, il est tout jeune, hein, puisque je pense qu'il a à peine la trentaine. On a bien entendu été le filmer avec les médias, la télévision. On lui a demandé comment ça allait, quelles étaient ses impressions. Bon, il était, dit-il, le premier surpris. J'ai vu des assiettes qu'il dressait qui étaient de très, 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 très belles assiettes. C'était vraiment des assiettes, je dirais, dignes du restaurant. Nous étions allés rencontrer aussi Chez un meilleur Nicolas ouvrier de Tournet. Belgique, chez Ouais. Nicolas de Tournai, Oui. Tournai, pardon. Oui. Donc c'était le même genre d'assiette. Ouais. Alors on pourrait croire que le Michelin a perdu de sa superbe, et a perdu, disons, de son impact. Il n'en est rien. Il a annoncé avoir reçu, entre le moment où sa nomination a été connue et l'instant où on était filmé, c'est-à-dire en l'espace de 2 jours finalement, hein, Mmh. un nombre de coups de fil considérable avec 800 réservations. Vous imaginez? Mmh. Mmh. Ça veut dire il est complet, largement jusqu'en avril. Mmh. Donc comme quoi que l'obtention d'une étoile malgré tout a quand même Oui, et a toujours un impact, je oui. dirais extraordinaire au Ouais. niveau de la clientèle. Il y a des gens qui, on va dire, passent leur temps, mais on va dire ça comme expression, heu, passent leur temps, lorsqu'ils vont au restaurant, à n'aller que dans des restaurants qui ont une étoile au minimum. Mmh. Donc ici, beh, il a une nouvelle étoile, une première étoile, eh bien, les curieux, les clients, bon. Alors j'ai regardé un petit peu les prix et je me suis rendu compte que, il propose un lunch, en semaine, le midi, à un prix très abordable. Mais quand on dit très abordable, maintenant, il faut compter que c'est dans la cinquantaine d'euros pour un lunch dans un restaurant étoilé, ce qui est toujours encore raisonnable aussi, bien entendu, Oui, hein. ça reste raisonnable. Ouais. Alors au niveau des étoiles, on a parlé, rappelez-vous, du domaine du Chandéol. Est-ce que vous vous en rappelez? Alors le domaine Absolument. du Chandéol, qui est donc le plus grand vignoble de Belgique, qui Oui. produit des vins de type, vin effervescent, j'allais dire Mmh. de type champagne, mais en disant ça, je suis un petit peu, hors la loi par rapport aux champenois. Mmh. Enfin, on va dire que ce sont des vins mousseux, disons, selon la méthode traditionnelle, donc la méthode champenoise. Ils avaient déjà un chalet en bois, mais quand je dis un chalet, ce n'est pas une cabane, Oui, hein, c'est vraiment oui, le très beau et très grand chalet c'est au milieu cossu. des vignes, Oui, cossu, voilà, oui. au milieu des vignes, hein, chalet dans lequel vous vous rendez avec des petits bus, électriques, qui vous accueillent sur le parking et qui vous conduisent jusque-là. Et alors ils ont construit, un tout nouvel ensemble de chais enterrés, et de magasins d'accueil, heu,
avec possibilité de recevoir 2000 personnes. J'en avais déjà parlé. Oui. Et sur la plateforme du toit, sur le rooftop, comme on dit, de ces nouveaux bâtiments, il y a un restaurant gastronomique avec un chef qui s'y est installé. Eh bien, devinez quoi? Le restaurant a une étoile. Alors, l'étoile n'est pas arrivée comme ça. Le chef qui s'y est installé avait déjà une étoile depuis 10 ans, hein. Ah oui, Donc, l'étoile a suivi le chef. Et voilà. Alors, je suis allé voir les menus que je vous ai envoyés tout à l'heure. Les oui, menus sont très, très beaux. oui. Donc, finalement, je dirais, prestige en plus. Sans doute, bon, ce vin imitant le champagne a été sacré il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans, comme meilleur vin effervescent du monde dans la catégorie des champagnes. Donc, aux grandes dames des Moët et Chandon et autres veuves Clicquot, évidemment. Donc, dégustation à l'aveugle en France. Donc, on ne peut pas dire que ça a été organisé en Belgique et qu'il y a eu Oui. tricherie. Hein, ça s'est Mm. fait vraiment à Mm. l'international et en France. Donc, meilleur vin effervescent du monde. Et maintenant, ils ont un restaurant étoilé. Donc, ils ont vraiment, vraiment, vraiment eu le nez fin et senti ce qu'il fallait faire pour le prestige de leur activité commerciale. Donc, voilà, c'est génial, c'est très bien. Ah, super. C'est super. Ils doivent être très contents. Ah ben, tout le monde est très content. Alors, on m'en a déjà parlé. Je vais aller visiter prochainement. Enfin, c'est prévu avec mon club gastronomique d'aller visiter, gastronomique et énologique surtout, d'aller visiter les installations. Comme j'ai donc dans mon agenda le numéro de téléphone privé du maître de chai et de l'énologue du domaine, je vais leur téléphoner pour demander une visite particulière. Ah oui, Et puis, si vous revenez en Belgique, ben, nous irons faire un petit tour jusque-là oui, aussi. d'autant que tu y es déjà allé. Ah, aller manger, oui, déjà, Oui, je suis déjà allé à deux ou trois reprises, oui, oui, effectivement. oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne suis pas allé au restaurant étoilé, je suis allé au Oui, chalet, hein. oui, oui, Mais d'accord. enfin, bon, je pourrais très bien aller le midi au lunch du restaurant, Ouais. je dirais, qui fait aussi un lunch pour une cinquantaine d'euros, pour 3 services, hein, et puis vous avez des menus un peu plus longs. Et on compte, par service, on compte 20 euros. Voilà. Mm. Mm. Et quand on prend le tout grand menu, par service, ça descend à 19 euros par plat. Ah Donc oui, voilà. oui, 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 ça oui, reste bon, très raisonnable, hein. absolument, Alors c'est absolument. une cuisine très inventive, une cuisine, je dirais un peu fusion avec des produits qui viennent un peu de partout et des Mm. produits du terroir et des produits qui viennent d'ailleurs, tout simplement. D'accord, Donc c'est pas mauvais. d'accord. Alors j'ai vu que Alors, oui, oui, pardon? il il y a un autre chef dont peut-être tu vas nous parler, un chef italien, Oui, tout à fait. hein? Attendez que je vais d'abord parler de 2 choses. Je vais D'accord, parler du meilleur restaurant italien de Belgique. voilà, Alors là, par contre, ça ne date pas, disons, d'une actualité très récente, mais ça date de la fin de l'année dernière. Donc il y a aussi un classement des meilleurs restaurants italiens, aussi en Belgique. Et ce restaurant s'appelle, heu Damimo. Alors il est voilà, installé à Bruxelles et oui. la particularité de ce restaurant, c'est que le chef qui s'appelle, d'après ce que je vois, Louis Verstrepen, n'est Mmh. pas un chef italien, c'est un chef belge qui est allé travailler à l'étranger dans le monde, qui est allé travailler entre autres en Italie et qui a toujours été séduit par les produits de la cuisine italienne. Mmh. Alors, ils ont une étoile, ils ont 14,5 sur 20 au Goemio, donc ils sont récompensés des 2 côtés. Il a une cuisine italienne qui n'est pas une cuisine italienne, dirons-nous, classique, dans le sens où ce n'est pas la lasagne, la pizza et Mmh. l'ossobuco, hein. Mmh. Mmh. Il revisite les plats et il n'hésite pas du tout à traiter les plats à la fois selon la mode italienne, mais également selon, je dirais, les techniques ou l'inspiration belge. Il fait un peu un mélange des 2 cuisines et il utilise également pour réaliser ses plats, comme ce sont des plats qui sont inventifs, des épices et des produits qui viennent du monde entier, mais Mmh. en les traitant à la manière italienne. Donc en fait, c'est un restaurant qui est à la fois italien, mais qui fait une certaine forme de cuisine fusion. Mmh. Alors, Mmh. bon, les guides ne s'y sont pas trompés puisqu'on doit décerner d'une part une étoile et un 14,5 sur 20, euh, tout en sachant que ce chef-là n'est pas d'origine italienne, il est tout à fait belge. Et c'est très bien comme ça. On assiste finalement à un renouveau de la cuisine et son leitmotiv, c'est de dire, ben oui, mais bon, la cuisine italienne évolue et que si vous allez en Italie dans un restaurant gastronomique, vous ne mangerez pas non plus de la pizza margherita et vous ne mangerez pas forcément l'ossobuco milanaise, il a été Oui, revisité. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Belgique, dans un restaurant italien, on ne fasse pas la même chose finalement. bien Qu'on sûr. ne crée pas, qu'on n'innove pas, tout en s'inspirant de la cuisine italienne. Mmh. Alors, sa force et je dirais, ce qui revient dans ses commentaires, c'est de dire,
Qualité des produits, d'une part, mais ça, je pense que ça vaut pour tous les restaurants, hein. Oui, non, ça Qualité des devrait. produits, ça devrait en tout cas. Et alors, ils s'approvisionnent en direct, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas des produits dans des succursales italiennes en Belgique, il achète directement ses produits italiens à des fournisseurs en Italie et il les Ouais, fait revenir en direct ouais. pour lui assurer peut-être une plus grande authenticité ou une plus grande qualité. Hein, Mm, il a l'air d'être plus sûr de la qualité des produits, mm, donc c'est une très 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 bonne chose. mm, mm. Alors, comme je vous parle de restaurant, ben, on va parler maintenant de produits de cuisine étrangère. Si je vous dis des sushis, qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, cuisine japonaise. Cuisine japonaise. Est-ce que vous aimez les sushis? Alors, j'ai fait une découverte parce qu'à l'occasion d'une fête de la gastronomie que j'avais organisée, j'avais connu à Paris un maître sushi. Alors, auparavant, je connaissais les sushis, que ça ne, bon, pour moi, ça ne présentait aucun intérêt. Mais avec ce maître sushi-là, alors là, je dois dire que c'était un autre monde. Évidemment, le prix était en Oui, le prix rapport, est à l'avenant, évidemment, hein. mais c'était vraiment extraordinaire. Donc oui, j'aime les sushis très bien faits, très bien travaillés, très bien inspirés, oui. Alors, je vais vous dire que si vous aimez les sushis, eh bien maintenant, les meilleurs sushis du monde, apparemment, se trouvent à 10 kilomètres de chez moi. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Oui. Donc, on pourrait croire qu'il est obligatoire de se rendre au Japon pour goûter les meilleurs sushis du monde. Ben, apparemment, ce n'est pas le cas. Et le chef qui officie là donc dans ce restaurant, la localité, c'est à Mons, hein, donc Mm, vraiment, mm, mm, c'est un chef qui n'est pas belge, c'est un chef qui est, je pense, qui est d'origine à la fois brésilienne et philippine, enfin quelque chose comme ça. Il a été engagé par un établissement qui est un hôtel-restaurant ici à Mons. Il est allé se former entre autres au Japon, pas que, mais au Japon. Il a décroché lors d'un concours qui était organisé au Japon deux prix, le prix du sushi traditionnel et le prix du sushi, je dirais, d'innovation. Et il est, je dirais, réellement champion du monde, y mm, compris par rapport à des cuisiniers et des maîtres sushi japonais. Donc il a vraiment, je dirais, retiré de la chose aussi le meilleur et il n'est pas d'origine japonaise, en fait, hein. mm, mm. Alors bon, combien de temps restera-t-il à travailler ici en Belgique? Il a l'air de dire que il n'a pas envie de nouveau de voyager, qu'il veut se fixer. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que j'ai repéré l'établissement où c'était et que très prochainement, j'irai faire un petit tour, hein. Oui, Parce que j'ai regardé la carte, hein. Évidemment, j'ai regardé ce qu'il y avait à la carte. Il n'y a pas que des sushis, évidemment, il y a plein oui, d'autres oui, oui, choses. oui, Et je me suis dit que j'allais aller faire une expédition là-bas pour me rendre compte. Moi, j'adore les sushis et j'allais dire, tiens, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les sushis qu'on achète traditionnellement et dont on se contente et ceux qui sont élaborés par la personne qui est le champion du monde dans la discipline? Je veux vraiment m'en rendre compte, oui, d'autant plus que le déplacement, c'est 10 minutes de oui, voiture et non voilà. pas 10 heures Ouais, d'avion. ouais. Ah bon, Mais oui, mais je ça a pense que quand tu même une trouves, importance. oui, je pense que que tu trouveras, Guy, une réelle différence. Alors, le maître sushi dont je te parlais, qui est français, c'est Eric Tikana, Oui, qui a été pendant de nombreuses années, enfin, ou quelques années, le coach de l'équipe de France sushi. c'est ça. Et je n'en revenais pas moi-même. Je dis, Oui, 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 mais oui. comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, j'ai passé une journée avec lui et également avec les élèves d'un CFA pas très loin de chez moi pour préparer ces sushis, pardon, pas ces soucis, mais C'est les sushi sushis, sans souci. sans souci. Avec les élèves, ils étaient subjugués aussi, hein. Mes invités étaient aussi, les gens qui étaient venus pour cette fête de la gastronomie étaient absolument subjugués. Et je me rappelle que dans le lot des personnes qui sont venues, il y avait une dame japonaise qui vit en France et elle n'en revenait pas elle-même. Oui, 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 tout Euh, à fait. donc, je pense que tu devrais trouver une Mais différence. euh, on est parfois étonné, mais je suis allé à Paris il y a quelques années. Bon, j'y suis allé depuis, mais enfin, il y avait place de la Madeleine une pâtisserie avec salon de dégustation japonais. Hum, Or, place de la Madeleine, vous aviez Fauchon, vous aviez Ediard, vous aviez d'autres grands noms de la
la gastronomie française et je m'étais dit: «Je veux absolument goûter ces fameux, desserts japonais», mais qui étaient servis donc à Paris. Bon, c'était très cher évidemment, Mmh. mais enfin j'ai voulu goûter. Bon, on n'est pas étonné quand, par exemple, des Japonais viennent en Europe apprendre les techniques de la pâtisserie française ou de la restauration européenne et on se dit: «Mais bon, c'est quand même pas leur culture, ce n'est pas leur, et leur base finalement, mais Mmh. ils s'approprient très, très bien nos techniques et nos produits, hein. Oui, Ils oui, le font sans aucun problème. oui. Pourquoi nous, Européens, nous ne pourrions pas nous Bah, approprier bien des sûr, techniques, japonaises dans la cuisine du sushi et faire la même chose, voire mieux? Je veux dire que c'est absolument. un véritable échange de compétences, Oui, de savoir-faire, de produits, de culture. Quand on voit, les concours de musique, par exemple, bon, oui, il y a en Belgique un concours qui est le concours Reine-Élisabeth qui a lieu oui, chaque année avec absolument. 4 disciplines différentes, hein. Mmh, Il y a mmh. le chant, le piano, le violon et le violoncelle, bon Oui. et chaque année, c'est un des instruments en question, hein. Mmh. Bon, les asiatiques, qu'ils soient japonais, qu'ils soient chinois, sont quelquefois les lauréats du concours Excellent, international ils excellent, et ils oui. jouent du violon, je dirais, ou du piano avec autant de virtuosité que s'ils étaient belges, français, allemands, anglais, Bien ou sûr, espagnols, sans aucun problème. bien sûr, bien Et sûr. c'est une musique qui n'est pas leur culture en plus, hein. Ah oui, absolument. Parce que jouer du Bach ou jouer du Beethoven ou jouer du Mozart leur est, à mon avis, aussi étranger finalement que nous, quand Mmh. on entend un air de musique japonaise authentique joué sur Mmh un mh. instrument qu'on ne connaît pas. Donc ils se Mmh. sont véritablement appropriés, notre culture et Tout à nos fait instruments. Et et alors j'en c'est le prof même pour la cuisine finalement. tout à fait, j'en profite pour rendre hommage ici à ce très grand chef, Seiji Ozawa, qui est décédé il y a très peu de temps, qui était un grand chef d'orchestre et qui avait été, découvert à l'occasion, du concours des chefs d'orchestre de Besançon. Il y a bien longtemps maintenant, et Seiji Ozawa a fait une carrière absolument mondiale. Il était chef invité dans tous les plus grands orchestres mondiaux. Bon, il a été aussi, chef, résident dans plusieurs grands orchestres. Je ne saurais les nommer avec précision, donc je m'abstiendrai, mais je rends hommage ici à ce très grand chef, Seiji Ozawa, pour qui la culture, musicale, occidentale n'avait absolument Mais aucun il y a secret. une, le nom m'échappe maintenant, mais il y a une marque de piano de renommée mondiale qui est Yamaha, japonaise, hein, il doit y Yamaha, avoir, hein, voilà. Yamaha, oui, tout à Bon fait, voilà, c'est un instrument qui est tout à fait tout occidental, à fait. italien, à l'origine Mmh. et qui est réalisé par des maîtres, je dirais ébénistes au Japon et qui font un instrument de toute grande qualité qui est Mmh mh. reconnu mondialement. Il n'y a pas Mmh. que les pianos de chez nous qui peuvent jouer dans des orchestres internationaux. Bien Mais sûr. c'est une très bonne chose finalement, hein. Mais oui, ce sont des échanges. Ce sont des échanges, voilà. Oui, tout à fait. Eh bien voilà pour les actualités du jour, c'est terminé pour le moment, mais Eh bien, il y en aura pour le d'autres, hein. moment, il y en aura d'autres, chers amis, il y en aura d'autres. Merci Guy Mais à bientôt. et à très bientôt. Bye bye, chers amis.